Bonjour. Tout le monde. Salut Freddy. Bonsoir. Salut Rosanne. Bonsoir Dédé, bonsoir Freddy. Bon, comment on va? Très bien, Salut. merci. Ouais, Merci de votre accueil. Il n'y a pas de souci. Merci d'être venu, Rosanne, pour nous présenter un sujet assez particulier qui est la programmation neurolinguistique. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est un petit peu important quand même de bien assimiler le concept, puisque justement, on est programmé, c'est un moyen de se déprogrammer mentalement, vu qu'on est assujetti à, on va dire, à une dissonance linguistique et cognitive et mentale. Enfin, bon, bref, par nos élites, hein, enfin, pas nos élites, les élites. Et donc, c'est un petit peu on va dire, en relation avec la programmation neurolinguistique pour sortir justement, pour se reprogrammer, pardon. Voilà. Donc, en quelques mots, pour savoir un petit peu, coucou tout le monde, coucou les amis, Patrick, Ironique, Titus, Yacine, toute la famille du vivant, voilà. Bonsoir à tous et toutes. Voilà. Et donc un petit peu, tu vas te présenter un petit peu, voir un petit peu pour que les gens savent qui tu es un petit peu. Oui. Et puis tu nous sors la programmation neurolinguistique aussi. Oui. La PNL, voilà. Ok, c'est parti. Alors je suis Rosanne Solange. Et alors pour me présenter, pour vous dire déjà un petit peu quel est mon parcours et ce qui m'a amené à la PNL. Donc dans un premier temps, j'ai travaillé 17 ans dans l'industrie pharmaceutique où j'ai exercé le métier de délégué médical et puis de formateur. Et puis j'ai dû arrêter en fait d'exercer ce métier pour un accident qui a surgi dans ma vie, mais bon, bref. Et cet accident m'a permis d'enchaîner sur un nouveau métier en fait. Alors, mon parcours pour arriver jusqu'à la PNL. Alors, je suis formateur coach. Je suis diplômée en process communication. J'ai également fait je suis diplômée de l'école de coaching de Paris. J'ai également fait 2 autres écoles de coaching et 2 écoles de formateurs. Et ensuite, j'ai entamé tout le parcours de PNL qui commence par ce qu'on appelle le base, qui est 3 jours. Ensuite, le technicien, c'est 8 jours. Et ensuite, c'est le praticien PNL, 10 jours, qui est ensuite, entre guillemets, sanctionné par un diplôme. J'ai horreur de ce mot sanctionné, mais voilà. C'est ce qu'il se dit dans le langage des personnes, on va dire. Voilà. En tout cas, voilà un peu mon parcours. Et mon domaine d'expertise est la gestion de crise et la communication. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement du dirigeant d'entreprise, de sportif de haut niveau aussi, avec la préparation mentale. Alors quand je dis mon domaine d'expertise, c'est un bien grand mot et c'est même un peu prétentieux si on ne rajoute pas si tant est qu'on soit un jour expert. Parce qu'en fait, tout au long de notre cheminement, notre parcours de vie, eh bien, on ne cesse d'évoluer, on ne cesse, pour ma part, de me former. Et du coup, on n'est jamais expert, en fait. On apprend chaque jour un peu plus. Voilà. Donc, ce soir, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est la PNL. Alors, pour mettre tout le monde tout de suite d'accord, la PNL est un instrument, un outil de manipulation. Le mot manipulation n'est pas à craindre. C'est l'intention qu'il y a derrière. Parce que de toute façon, tout est manipulation. Même quand on apprend, quand on décide d'apprendre de nouvelles choses, on manipule notre cerveau pour lui enseigner de nouveaux éléments, de nouvelles techniques. Donc voilà, la manipulation, elle est de partout, mais c'est toujours bien penser à l'intention qu'il y a derrière. Alors, pour vous donner un petit exemple, à tous ceux qui nous écoutent là, je vais tout de suite manipuler votre cerveau, là, à l'instant. C'est-à-dire que je vais vous demander à tous de rentrer en contact avec l'assise sur laquelle vous êtes assis et de sentir ce qu'il y a sous vos fesses. Donc, je vous laisse 30 secondes. Voilà, vous êtes peut-être assis sur une chaise, vous êtes peut-être assis sur un canapé, vous êtes peut-être debout. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir ressentir le sol sous vos pieds.
Voilà. Donc, une fois que vous avez ressenti ça, juste avant que je ne vous le demande, vous aviez cette sensation-là, mais vous ne captiez pas cette information. Bah, pourquoi? Parce que le cerveau, en fait, il trie les informations. Mais à partir du moment où je vous demande de ressentir, bah, vous allez ressentir. Bah, déjà, c'est juste une toute petite manipulation de votre cerveau, là. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va d'abord définir ce que c'est que la programmation neuro-linguistique. Donc, on va définir les termes de programmation, neuro et linguistique. Alors, le mot programmation, il renvoie à la notion d'apprentissage. Et donc, en langue française, on pourrait très bien dire apprentissage neurolinguistique à la place de programmation. C'est vrai que le mot programmation peut faire un peu peur, mais pas du tout. Alors, ça renvoie à la notion d'apprentissage parce que il y a cette idée derrière qu'en fonction de l'environnement où nous avons grandi, en fonction des expériences que nous avons vécues, des études que nous avons faites ou pas, des gens que nous avons rencontrés tout au long de notre parcours, eh bien tout ça fait que on a intégré un ensemble d'apprentissages qui va être différent de l'un à l'autre. Dit autrement, on acquiert des habitudes. Et heureusement, d'ailleurs, heureusement qu'on acquiert des habitudes, et tout ça est bien automatisé dans le cerveau. Et heureusement, parce que si chaque matin on se levait pour tout réapprendre, bah, ça serait un peu compliqué. Donc, on va emmagasiner ces informations, et toutes ces informations, elles couvrent 3 grands étages. Le premier étage, c'est notre manière de penser. Par exemple, nous sommes français, donc nous allons penser d'une manière particulière. Si j'ai grandi dans d'autres cultures, bah, je vais pouvoir avoir d'autres façons de penser. On peut prendre par exemple l'exemple de 2 jumeaux qui ont reçu la même éducation, grandi au même endroit, reçu les mêmes messages. Eh bien, malgré cela, ils peuvent avoir ce qu'on appelle une carte du monde, entre guillemets. Ils peuvent avoir une carte du monde complètement différente. Parce qu'il y a bien sûr tout ce qu'on a reçu tout au long de notre parcours, mais il y a également tout ce qu'on a décidé de faire. Et donc, tout ça, ça développe des habitudes. Donc, le premier étage, c'est l'étage de la pensée. Le deuxième étage, c'est qu'on est programmé au niveau du cœur, au niveau de l'émotion. Il y a par exemple des individus qui vont adorer les chiens et d'autres qui ne vont pas être très à l'aise avec. Et ça, c'est un apprentissage. Donc, on va être programmé aussi en fonction des expériences que l'on a vécues. Autre exemple, certains vont adorer voyager et d'autres ne vont pas se sentir à l'aise avec le voyage. Voilà. Et tout ça parce que au-delà de notre tête, en fait, on a des affects qui ont été programmés. Il y a des gens qui aiment fumer, d'autres qui n'aiment pas. Et ce n'est pas la pensée qui réagit, mais c'est l'expérience. Et on va voir que le deuxième niveau de pilote, il est très présent dans notre vie. Alors, le troisième étage, où l'on est programmé, donc ce troisième étage découle de la tête et de nos émotions. Donc, des 2 premiers étages vont surgir ce qu'on appelle nos comportements et nos attitudes. Par exemple, il y a des individus qui vont être orientés naturellement sur le fait de passer à l'action et d'autres vont plutôt être habitués à être en retrait par rapport à ça. Certains vont être particulièrement attentifs à leur environnement. Ils vont développer des rituels. Par exemple, c'est normal d'aller faire du sport régulièrement. Et pour d'autres, au contraire, ce ne sera pas intégré. Donc, on voit bien qu'au niveau des comportements, en fonction de ce qu'on a vécu, on peut avoir des tas d'habitudes. Si on a appris le piano, par exemple, à force d'entraînement et de répétition, eh bien, on va intégrer cette faculté de jouer du piano. Le cerveau adore la répétition. Pour lui injecter de nouvelles informations, il faut lui répéter pour justement déprogrammer et reprogrammer la nouvelle répétition que l'on souhaite.
À ce stade, j'ai envie d'apporter une précision, c'est que Le le mimétisme, en fait, cerveau, oui, c'est comme une forme de mutisme. Par exemple, quand on apprend, depuis qu'on est bébé, par exemple, pour apprendre certaines choses, on fait du mimétisme. Et donc, c'est un petit peu la base. exactement, tout à fait, tout à fait, Répéter, répéter, mimer, à un moment donné, ben voilà, un mensonge, ça devient réalité. Voilà. exactement, Tu te exactement. convaincs toi-même que, voilà, que le vrai du faux, le faux du vrai, et à l'arrivée, ben, on sait plus, on sait plus qu'est-ce que la vérité. Voilà. Alors, par rapport à ça, il y a notion de responsabilité aussi. Nous sommes tous responsables de nos croyances et à nous de les changer. Et ça, justement, la PNL permet de changer ses croyances. On a sur ce qu'on appelle les croyances limitantes. Alors, ce que je voulais apporter comme précision à ce stade-là, c'est que le cerveau ne fait absolument pas de différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Par contre, il va recracher tout ce qu'on lui met. Que ce soit vrai ou faux, le cerveau, il obéit. La deuxième particularité de ce cerveau, c'est qu'il adore les habitudes et il adore ce qu'il connaît. Il déteste l'inconnu. Pourquoi? Parce que il est très vite en inconfort, le cerveau, devant l'inconnu. Alors, quand on veut, par exemple, quelqu'un qui va avoir une mauvaise habitude, on va lui faire un protocole pour qu'il change son habitude. Et ça marche. Mais ce protocole-là, il va falloir le répéter parce que le cerveau, il va rentrer un petit peu, il va se débattre, en fait. Parce que comme c'est nouveau pour lui, même si c'est bon, il va préférer rester dans le mauvais parce qu'il connaît. Et là, la PNL a le pouvoir, justement, de, de, de faire basculer le cerveau dans le droit chemin, en tout cas le chemin que l'individu aura décidé de lui donner, mais il va falloir répéter. Voilà. Alors, j'en reviens, on vient de définir le mot programmation. Maintenant, on va définir le mot neuro. Alors, neuro, bien sûr, parce qu'on s'intéresse au système neurophysiologique. Et la PNL enseigne comment tout ça, ça marche. Et souvent, en quelques trucs assez simples, le système nerveux peut être mis à notre service, réellement. Alors, parfois, il nous dessert et parfois, il nous sert beaucoup. Et la PNL peut permettre de voir comment on peut mieux appréhender ce facteur-là. Le troisième mot, c'est linguistique, bah évidemment, hein, puisqu'on est doté de la parole. Et le langage, en fait, il renvoie, il décrit une situation qu'on vit, une passion, un projet ou une difficulté qu'on a pu vivre. La manière dont on pense, eh bien, c'est la manière dont on va verbaliser ensuite sa pensée, la structurer dans notre pensée, et elle va impacter sur la manière dont on va ressentir. Et par conséquent, on va obtenir les résultats de vie qui vont être en lien avec tout ce qui est le système de ce qu'on appelle le feedback de l'environnement. Ça veut dire, par exemple, je peux penser à une situation inconfortable et lever les yeux en l'air et dire « Oh là là, je n'y arriverai jamais ». À ce moment-là, la femme ou l'homme qui prononce une phrase comme ça, eh bien, elle vit réellement ce « Oh là là, je n'y arriverai jamais ». C'est physiologique. Et là, je vis une réalité physiologique et cette réalité physiologique, elle découle de ma réalité à moi. Mais elle découle beaucoup plus du regard que j'ai sur les choses que les choses elles-mêmes. C'est ça qui est intéressant. Et là, on va toucher la notion de perception. Donc, c'est de voir qu'il y a différentes visions du monde, entre guillemets, c'est-à-dire de notre environnement, qui nous bloquent, et d'autres, au contraire, qui vont nous ouvrir les portes. Par exemple, si je vous m'écoutez, si je me mets à vous raconter une histoire, vous allez pouvoir écouter le contenu de ce que je vous dis, mais avec la PNL, on va beaucoup plus loin. Parce qu'on peut écouter aussi la manière dont je vous le sers, ce contenu. Et là, on apprend beaucoup de choses. Alors en PNL, on appelle ça calibrer. Par exemple, en protocole, quand je suis en protocole avec une femme ou avec un homme, je calibre son visage, je calibre son corps
et je regarde si c'est congruent. Si ce qu'elle me dit est congruent, c'est-à-dire est-ce que le corps suit? Et ça, on le repère très très vite. Alors, il ne faut pas non plus se précipiter dans l'interprétation. Par exemple, on va avoir tendance à penser qu'une femme ou un homme qui croise les bras, c'est quelqu'un qui est dans le refus ou dans le rejet. Pas du tout. C'est pour ça que dans la PNL, il y a une question aussi de questionnement, justement. Il faut toujours aller vérifier l'information. Moi, souvent, quand je croise les bras, c'est pour me reposer ou me concentrer et pas du tout parce que je me mets en retrait. C'est comme quand je fais une formation, je peux très bien observer qu'un stagiaire va être sur sa feuille en train de gribouiller sur sa feuille. C'est pas forcément qu'il se fout de ce que je lui dis, c'est peut-être qu'il se concentre. Alors en plus, j'aime bien donner cet exemple parce que c'est ce que je fais moi. C'est-à-dire que quand je suis concentrée, je vais souvent prendre une feuille et gribouiller dessus. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je n'écoute pas. Alors, n'hésitez pas, là je vais vous poser une question. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez la PNL dans le chat. Là, n'hésitez pas à dire oui, je connais, non, je connais pas. Et puis, préparez vos questions parce qu'à la fin, il y aura un question-réponse. Question-réponse. Voilà, vous pourrez poser toutes les questions. Alors là, c'était un petit peu la présentation de ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. C'était la définition. Ouais. La définition, voilà, la présentation et puis la définition. Donc là, tu vas aborder un petit peu le sujet de la communication. C'est bien ça. Voilà, c'est-à-dire que je vais axer le sujet sur la communication et notamment, parce que de toute façon, c'est un pilier de la PNL, et notamment sur la prévention des conflits. Alors, avant ça, je vais quand même présenter un peu plus la PNL, et notamment les fondamentaux. Alors, tout d'abord, un petit peu d'historique. La programmation neurolinguistique est née de deux hommes qui s'appellent Richard Bandler et John Grinder. L'un était mathématicien et l'autre linguiste. Et en fait, ils se sont rencontrés, ces deux hommes, dans le parcours de leurs études, et ils ont fait une thèse en commun, ensemble. Et en fait, la thèse a débuté autour d'une première question. Ils se sont posé cette question: qu'est-ce qu'il fait qu'un homme, une femme, réussit dans sa vie et réussit de manière régulière, pendant que d'autres ratent absolument tout ce qu'ils entreprennent. Donc derrière ça, il y a une notion d'apprentissage, d'objectif d'aller vers l'excellence, etc., etc. Donc la PNL, c'est l'analyse et la reproduction de l'excellence en termes de pensée, en termes de ce que je ressens dans le cœur et en termes de comportement et d'action. C'est donc une méthode d'apprentissage et de changement. C'est une méthode pour intégrer de nouveaux comportements. Et le troisième point, la PNL permet une amélioration des échanges, c'est-à-dire une amélioration de sa sensibilité déjà vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire quel rapport j'ai avec moi-même. Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'apprécie ce que je suis, ce que je fais? Ensuite, une sensibilité, bien sûr, par rapport aux autres, c'est-à-dire tous les hommes et les femmes avec lesquels je vais entrer en communication, en relation. Et puis ensuite, il y a l'amélioration des échanges par rapport à ma sensibilité, par rapport à l'environnement, mon environnement proche. Et proche et futur, et en tout cas, ma sensibilité, on va dire, entre guillemets, au monde qui se présente à moi. Donc, en PNL, on travaille sur 4 piliers essentiels. Tout d'abord, sur sa vision du monde, sur sa perception, justement. C'est-à-dire qu'une situation que j'observe va entraîner une réaction de ma part, et ceci va entraîner bien une expérience de vie, tout simplement. Le deuxième pilier, on va travailler sur ses capacités, sur ses ressources internes, c'est-à-dire ma capacité à être et finalement à donner à l'autre. Vous imaginez bien que si je me lève de mauvaise humeur, eh bien, j'aurai moins de capacité à donner du bon à l'autre. Alors que si je suis bien avec moi-même, si tous les matins je me dis que la vie est formidable, automatiquement, dans la journée, mes interactions à l'autre vont être plutôt positives.
Le troisième pilier, c'est donc un pilier fort qui est la relation, la communication verbale et non verbale. Et là, on va tout de suite entrer vers des notions de victimisation, par exemple. C'est-à-dire que la victimisation, c'est quelqu'un qui va dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mon chien, c'est la faute de ceci, de ce, ça. Et là, on rentre dans une victimisation, c'est-à-dire une C'est toujours la faute des déresponsabilisation. autres, ouais. Ouais, c'est jamais la C'est nôtre. ça, C'est un c'est peu ce ça. qu'ils font un petit peu les politiciens et nos élites. Et justement, dans cette crise-là qui est là, c'est en fait, on remet la faute sur nous. Par exemple, le méchant, vilain, entre guillemets, crocodile, c'est notre faute en fait. Voilà, ils nous culpabilisent. C'est une forme de PNL aussi, ce qu'ils font sur nous. Ah ben c'est de la PNL à grande échelle, hein. Voilà. Ok, ok, C'est de mais la, je te laisse continuer. Pardon. c'est effectivement de la PNL à grande échelle. Il maîtrise parfaitement cet outil. Et c'est vrai que ce que je dois préciser à ce stade, c'est que la PNL est à double tranchant. C'est comme un ostéo. Quand vous allez voir un ostéopathe, il a deux pouvoirs avec ses mains, de vous remettre en état ou de vous briser. La communication, c'est pareil, c'est toujours l'intention qu'il y a derrière. Alors, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'en fait, c'est très curieux, mais la PNL, on en fait tous et toutes depuis notre plus jeune âge, mais on n'en a pas conscience. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, je vais poursuivre. Et donc, Finalement, la communication, tu as terminé l'explication de la communication ou c'est pas encore. Non, pas encore. La Ah, ok. communication, je vais boucler sur ces quatre piliers. Je vais aller un Ouais. peu plus loin sur ces piliers, puis après, je vais enchaîner sur la communication. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert la PNL? Quelles sont ses applications et ses impacts et à qui elle s'adresse? Alors, c'est très simple, hein. Elle s'adresse à tout être qui a envie de reprendre sa vie en main. Ça peut être une envie de retrouver de la motivation, une envie de gagner de la confiance en soi, une envie de retrouver un peu plus de peps dans sa vie professionnelle, par exemple, dans sa vie personnelle, une envie de sauver son couple, par exemple, voilà, ça peut être plein de thématiques. Bref, la PNL, elle est là pour se focaliser sur comment interagir avec mon environnement pour avoir une interaction plus riche. Et donc, elle repose sur les quatre piliers que je viens de citer. Alors, le quatrième, j'en étais au quatrième, justement, c'est le pilier de l'évolution. Nous sommes tous amenés à nous transformer et à évoluer tout au long de notre vie. Par exemple, si on regarde les saisons, on voit bien qu'elles bougent en permanence. Et nous aussi, on bouge et on se transforme et on évolue. Alors parfois, on peut présenter de la résistance un peu à cette évolution. Alors, dans cette évolution, on passe par des phases. Il y a des moments de confort, des moments d'inconfort. C'est comme un peu le saumon qui remonte la rivière. Il y a un moment où il va se trouver dans un bac confortable, et puis il y a un moment où ce saumon va devoir remonter à contre-courant. Mais c'est comme ça que le saumon va avancer. Eh bien, moi j'ai tendance à dire que c'est dans le chaos qu'on trouve la pépite. À chaque fois que vous entrez dans une zone de chaos dans votre vie, quelle qu'elle soit, professionnelle, personnelle, il faut aller chercher la pépite. Parce que le chaos est révélateur de quelque chose de bien plus grand et bien plus merveilleux derrière. C'est comme l'or, hein, quand on veut aller chercher la pépite d'or, on ne trouve pas l'or comme ça, il faut aller le chercher, l'or. Ben, c'est pareil. Alors, au début, pour vous préciser un petit peu comment fonctionne cette évolution, au début, on dit qu'un être est inconsciemment incompétent. Dit autrement, par exemple, si on prend l'exemple de conduire une voiture, de piloter un avion, bref, si je ne sais pas que ça existe, bah, je vais être inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que je ne sais même pas que la voiture existe. Et pour la première fois, je vais découvrir la voiture. Mais là, je suis toujours inconsciemment compétent. Mais quand je regarde la possibilité de pouvoir conduire cette voiture, et quand je vais commencer à m'y mettre, je vais commencer à devenir consciemment compétent. J'espère que je suis assez claire.
Pour l'instant, oui, ça va. Ok, Je dis rien, je te suis, t'inquiète pas. Hein. ok. Alors, je suis dans ma voiture, je vais commencer à prendre des leçons de conduite. Et là, je deviens donc consciemment compétente. Tiens, je prends conscience que je sais que je suis capable de regarder dans le rétroviseur, je suis capable de passer la première. Waouh, c'est génial. Je commence à prendre conscience que je peux avoir cette compétence-là. Et puis un jour, j'obtiens mon permis, j'emmène un ami avec moi, il est dans la voiture, je discute avec lui et je vois même pas finalement le trajet que je fais. Et bien là, je suis inconsciemment compétent. C'est-à-dire que c'est acquis, j'ai plus besoin d'y penser. C'est comme Le faire stade du vélo, quoi. C'est comme faire du Comment vélo à un moment donné quand tu fais du vélo, ou de conduire Exactement. à une main, enfin voilà quoi. Tenir le guidon à une Exactement. main, sans les mains, c'est voilà, c'est la confiance qui. Exactement. On a répété, on a entraîné notre cerveau C'est de pour qu'au l'acquis. bout. Comme les arts Exactement. martiaux, etc., quoi. Comme les arts martiaux. Exactement. Pour toute discipline, pour toute compétence, ça fonctionne comme ça. Le cerveau Faudra du fonctionne nom comme aussi. ça. Ouais. Faut que ça devienne Alors, naturel. Oh oui, alors, je vois ce que tu veux dire. alors, il y a un niveau plus haut qui est ce qu'on appelle la métacompétence. Et la métacompétence, ce n'est rien d'autre que du débriefing, du feedback. Autrement dit, par exemple, j'ai fait une partie de basket. J'ai fait mon match, et puis le match a été filmé, enregistré. Eh bien, je vais avoir la capacité de me regarder évoluer dans ce match et de me dire, tiens, là, je peux améliorer ce coup-là. Tiens, là, je vais pouvoir améliorer ma foulée. Tiens, là, au niveau, j'aurais dû faire une passe. Donc, c'est être capable de faire son propre feedback. C'est cette première capacité-là, mais c'est également la capacité d'entendre le feedback des autres, autrement dit, de faire un débriefing. Donc, il faut accepter, eh bien, justement, de ne pas se prendre pour un expert. Justement, on n'est jamais expert, on a toujours des choses à améliorer. Même le sportif de haut niveau, eh bien, il peut toujours s'améliorer. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la métacompétence. Alors, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet de la communication maintenant. Alors, la communication, c'est vraiment important parce que ça fait beaucoup de choses. Alors. Il y a ton son qui est un petit peu moins fort qu'il y a quelques instants. Ah, alors attends, je vais augmenter. Là, c'est mieux. Ouais, allez, super. Super. Alors, la communication, je vais essayer d'aborder ça chapitre par chapitre. On va tout d'abord parler de ce qu'on appelle en PNL les marques d'attention. C'est hyper important, les marques d'attention. Et on les oublie tous les jours. Alors qu'en fait, une marque d'attention, ça fait des merveilles. Une marque d'attention, c'est quoi? Eh bien, c'est être orienté vers l'autre. C'est accueillir l'autre dans la bienveillance, dans le respect. Je n'aime pas du tout le mot compliment, bien évidemment. Je vous imaginez pourquoi. C'est pour ça qu'en PNL, on parle d'ailleurs de marque d'attention. Alors, une marque d'attention, elle a tout d'abord des caractéristiques. La marque d'attention, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est indispensable à la survie. Si vous avez un bébé, un enfant, si vous ne lui faites pas de marque d'attention, il meurt. C'est aussi simple que ça. Si vous ne lui parlez pas, et puis ensuite, dans notre vie d'adulte, c'est pareil. Les marques d'attention, si vous ne recevez pas d'affection, ça va être un petit peu problématique. La marque d'attention, elle est source d'énergie, aussi bien positive que négative. C'est-à-dire qu'une marque d'attention, ça peut être aussi ce que j'appelle, dans un jargon, un scud. Vous répétez à votre adolescent qu'il n'est pas bon, qu'il est mauvais, pourquoi tu es rentré idiot, pourquoi tu fais ça, et à chaque fois, c'est pas bien en fait. Voilà. Tu le conditionnes. Là, vous allez le brimer et le briser. Alors, la marque d'attention, elle peut être soit conditionnelle et ou inconditionnelle. Bien évidemment, on va préférer la marque d'intention inconditionnelle. Alors, j'aime bien donner un exemple qui me fait sourire moi. C'est la femme, c'est monsieur qui rentre et qui offre un cadeau à madame.
et madame va répondre, ah là là, chérie, moi, je t'aime quand tu m'offres des cadeaux. Bon, ben là, c'est une marque d'attention conditionnelle. Alors que si madame dit à son amour, on va dire, je t'aime tel que tu es, ça n'aura pas le même impact, bien évidemment. On voit bien la différence. Mais j'imagine que les hommes qui nous écoutent ce soir ne vont pas tomber dans ce piège-là, ni les femmes. Voilà. Ensuite, il faut savoir que la marque d'attention, c'est une marque de gratitude et elle est inépuisable. Alors, il faut qu'elle soit congruente, évidemment, mais on va y arriver. Alors, chacun de nous a son type de marque d'attention préférée. Il faut le savoir. Donc, à vous de repérer la marque d'attention de votre interlocuteur qui va lui faire plaisir. Une marque d'attention, elle peut être aussi, si elle tombe pas au bon moment, ça va pas donner un bon résultat. Alors, on va préférer, au niveau de la marque d'attention, on va préférer avoir, écoutez bien ce que je dis, des marques d'attention négatives plutôt que rien du tout. Parce que, en tout cas, même la marque d'attention négative, ce sera toujours une attention qui est orientée sur moi. Donc, c'est toujours moins pire que le rien du tout, que l'indifférence. Et d'ailleurs, on le dit, hein, l'indifférence, je ne sais plus comment on dit, mais l'indifférence punit l'insolence. Voilà. Alors, la marque d'attention, on en a besoin pour fonctionner au meilleur de soi-même. Une marque d'attention positive, elle est toujours spécifique. Par exemple, ça va être, tu sais, quand tu fais ça, j'apprécie particulièrement. Ça me touche énormément. Là, la marque d'attention est spécifique. Elle doit être personnelle et personnalisée. C'est-à-dire que la marque d'attention que je vais donner à l'un va être différente de la marque d'attention que je vais donner à l'autre, bien évidemment. Et puis, elle doit être adaptée au contexte approprié. Elle doit être authentique et sincère. Une marque d'attention, il faut la donner le plus rapidement possible et il faut savoir qu'elle renforce tout résultat. Et en fait, bien sûr, et enfin, j'allais dire, il faut privilégier la qualité à la quantité. Voilà pour l'introduction sur la communication. On va aller plus loin dans la communication. Alors, je ne vous cache pas que je suis avec un grand cahier actuellement, parce que la PNL, c'est vaste. Et voilà, on arrive tout de suite sur le pied de la communication. Alors, la réalité en communication, ce qui se passe, c'est que entre ce que je pense, entre ce que je veux dire, entre ce que je crois dire et entre ce que je dis, eh bien, il y a tout un chemin. En fait, il faut opposer ça à ce que l'autre veut entendre, à ce qu'il croit comprendre, à ce qu'il veut comprendre et enfin à ce qu'il comprend. Donc, il y a autant de possibilités de ne pas se comprendre, justement. Alors, la communication, elle se situe au niveau de à trois niveaux. Le conscient, qui est le verbal, le préconscient, qui est le paraverbal. Alors, le paraverbal, ça va être, par exemple, ma façon de me coiffer, ma façon de m'habiller, ma façon de marcher. Et puis, le troisième niveau, c'est l'inconscient. Et là, c'est le non-verbal. Et ça va être donc tout ce qui est gestuel. On va en revenir, par exemple, à la femme ou l'homme qui va croiser les bras. Ça va être également... Alors, la PNL, c'est un outil très puissant. Quand on sait observer le regard de l'autre, on détecte beaucoup de choses. Il y a des tests à faire qui sont très rigolos et qui marchent, mais je ne pourrais pas en parler maintenant parce qu'il faut être en présentiel. Mais notamment, il faut savoir calibrer un visage, et observer le regard. Est-ce qu'il part en haut à droite? Est-ce qu'il part en haut à gauche? Est-ce qu'il part sur le côté à droite? Est-ce qu'il part sur le côté à gauche? Est-ce qu'il part sur le bas à droite ou sur le bas à gauche? Ça ne veut pas dire ces niveaux, en fait, alors je vais vous le prendre tout de suite, nous donnent des indications très précises sur, voilà, sur les mouvements oculaires, en fait. Alors, je vais vous le faire.
vous imaginez que vous avez un visage face à vous. Donc, à droite, c'est-à-dire en réalité à gauche, mais sur la feuille de papier, c'est à droite. Quand le regard est porté en haut à droite, c'est le visuel du souvenir. C'est-à-dire, je vais vous poser la question, tiens, qu'est-ce que tu as mangé hier? Eh bien, quand la femme ou l'homme va vous répondre, son regard va s'orienter en haut à droite. En haut à gauche, c'est le visuel construit. C'est quand je pense à mon avenir. Vous m'entendez toujours? Allô? Oui, Oui, c'est bon. J'étais juste en train d'écrire pour dire que moi j'arrive, je vais casser mon genou. Là. Allez, ok. Je reviens. À tout à l'heure, Dédé. Donc, le visuel en haut à gauche sur la feuille, donc en haut à droite dans la réalité, c'est quand je pense à mon avenir, c'est ce que je me représente de mon futur. Ensuite, tout ce qui est sur les côtés. Le côté à droite, sur la feuille, c'est l'auditif souvenir. Par exemple, je vais poser la question, est-ce que tu te souviens de la chanson de, je ne sais pas, de Tino Rossi ou que sais-je? Eh bien là, le regard, il va partir sur le côté à droite. Par exemple, j'entends encore ma mère me dire quand j'étais petit, le regard va se porter sur le côté à droite. L'auditif construit, il est sur la gauche. Ensuite, l'auditif interne, c'est-à-dire mon dialogue interne, ce que je me dis à moi-même quand je rentre en communication avec moi-même dans mes pensées, souvent le regard va être en bas à droite, sur le papier, dans la réalité en haut à gauche, en bas à gauche, pardon. Et enfin, le côté gauche en bas, c'est le kinesthésique, c'est les sensations internes que j'ai. Ça va être ma sensation de bien-être ou de mal-être. Voilà un petit peu pour les mouvements, la traduction des mouvements oculaires. Alors, c'est dommage, on n'est pas en présentiel, mais on fait des petits exercices qui sont très révélateurs et c'est très rigolo à faire. Peut-être qu'on le fera un jour. Alors, la communication, on en était à comment bien se comprendre. Et on en était aux 3 niveaux qui sont le conscient verbal, le préconscient, le paraverbal et l'inconscient, le non-verbal. Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'en termes de communication, la communication découle de nos états internes. Encore une fois, si je me lève de mauvaise humeur, le premier qui va passer devant moi, je vais l'envoyer bouler. Alors que si j'ai des états internes joyeux, orientés, waouh, le meilleur est à venir, je vais être capable de donner le meilleur de moi-même à l'autre. Les états internes, en fait, font appel à 4 paramètres. La synchronisation, l'authenticité, l'ancrage et la valorisation. Alors, je vais vous demander un petit instant pour que je prenne les notes au bon endroit. Je vais en préciser en même temps. J'en profitais pour préciser. Donc, mettez le cul avant vos questions et je note tout et on les reposera après. Voilà. Et juste, aimez-vous. Est-ce que tu peux préciser la question que tu lui as posée? Je trouve qu'elle est trop vague. Ah, voilà, merci, aimez-vous. Voilà, c'est bon. C'est bon, Rosanne, Oui, c'est bon. Un autre thème, comme ça, je mettrai la bannière. Tu veux dire l'autre thème, c'est-à-dire, là, je vais continuer sur la communication, en fait. Oui, après, c'est la prévention des conflits et après, on fait les questions. Ok. Ça marche? Oui, ça marche. Vas-y, continue, je t'arrête plus. Ok. Je vais quand même terminer sur… parce que ça, là, en fait, on commence justement la prévention des conflits. Hein. Tout ce que je vais dire à partir de maintenant est utile pour la prévention des conflits. Parce que la prévention des conflits, elle commence par avoir une bonne communication à l'autre. Okay. Et je parle bien de prévention de conflits, non pas de gestion de conflits. Souvent, les formateurs coach parlent de gestion de conflits. Moi, non, parce que j'estime qu'une fois qu'on est dans le conflit, c'est trop tard. C'est comme en avion. C'est comme en avion, quoi. Quand on rentre dans le nuage, c'est trop tard. Alors, je parle d'avion parce que ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je forme les pilotes
les instructeurs et les commandants de bord en technique de communication, justement, et en management. Alors, la synchronisation. Pour faire une bonne communication, on va d'abord parler de synchronisation. La première chose que l'on doit connaître, c'est que l'inconscient, on l'a déjà dit, adore quand il est sécurisé. Et il n'aime pas l'insécurité. Et ben pour se rassurer, en fait, le cerveau, il va automatiquement se diriger vers ce qui lui ressemble. Par exemple, vous rentrez dans une formation, vous ne connaissez personne, ou dans une salle, ou une soirée, vous ne connaissez aucune personne. J'aime pas ce mot, mais excusez-moi, je l'ai prononcé. Vous ne connaissez personne. Et puis, une femme ou un homme va s'approcher de vous et va vous dire bonsoir, peu importe, bah tiens, moi je fais du golf. Si vous faites du golf, automatiquement, ça va créer tout de suite du lien parce que vous allez avoir un point commun. Et ça va aider à entrer en contact avec l'autre. Donc, on voit bien que le cerveau, il adore ce qu'il connaît déjà. Donc, le cerveau, si vous faites du golf et qu'il rencontre une femme ou un homme qui fait du golf, automatiquement, il va trouver cet autre hyper sympa tout de suite. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Donc, la synchronisation, c'est la ressemblance, en fait. C'est un phénomène de ressemblance. Et on appelle ça le phénomène de synchronisation. Le deuxième phénomène, c'est l'ancrage. C'est quoi l'ancrage? Eh bien, c'est en fait le niveau de stimulation qu'on a à l'autre. L'ancrage, en fait, c'est l'association émotionnelle que je vais avoir à l'autre. Dit autrement, si demain, je vais voir une amie. Avec cette amie, ça se passe super bien. Eh bien, j'ai mon curseur qui va automatiquement monter dans le bien-être. Si par contre, je sais que demain, je vais voir mon directeur et que ça va mal se passer, bah forcément, mon niveau, il va baisser. Donc, c'est un niveau de stimulation. Et le système nerveux a besoin de stimulation. Donc, plus vous avez connu un haut niveau de stimulation avec un homme ou une femme, plus vous allez avoir envie de le retrouver. Et le contraire est valable aussi. Moins vous avez eu la bonne relation avec l'homme ou la femme, et moins vous avez envie de le revoir. Mais ça, vous voyez déjà en termes de communication et en prévention des conflits, il y a une chose intéressante à faire. C'est qu'il ne faut pas rentrer dans la généralisation et la victimisation et la déresponsabilisation. Par exemple, je peux très bien avoir eu un conflit ou une communication désagréable avec un homme ou une femme et me dire, bah tiens, et finalement, c'est peut-être moi aussi qui ai fait une erreur dans cette communication. Peut-être que cette fois-ci, cet homme, cette femme était de mauvaise humeur ou que sais-je. À moi d'aller créer un nouveau lien. À moi de prendre cette responsabilité-là pour entrer dans le lien positif, pour recréer un lien plus positif. Le troisième pilier, pour avoir une bonne communication et de prévenir le conflit, il s'appelle la considération, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre et de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que là, on va rentrer en écoute, dans une écoute inconditionnelle qui va s'effectuer entre deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe. Et cette reconnaissance-là, elle remporte tout. C'est-à-dire qu'il faut donner à l'autre le sentiment qu'il va être aimé, quoi qu'il dise. Donc, on sort de tout jugement, on sort de toute interprétation. Voilà. Considération, c'est la reconnaissance. Le quatrième pilier, c'est le pilier de l'authenticité, autrement dit la congruence. Et en fait, ce dernier point va être très important dans la qualité d'une relation parce que l'authenticité, en fait, c'est quoi? C'est ce qui passe par ce sentiment de congruence, de cohérence, c'est-à-dire l'adéquation entre ce que je vis et ce que j'exprime. L'avantage de cette modalité, en fait, de cette communication congruente, c'est qu'elle va faire apparaître 3 éléments. La relation, elle va devenir simple, claire et directe. Si je vous demande de penser à la relation que vous avez avec votre meilleur ami, eh bien, vous pouvez automatiquement constater que vous avez avec lui une relation simple, claire et directe. C'est-à-dire que
vous êtes tellement congruent, vous êtes dans l'authenticité, même s'il y a quelque chose qui vous déplaît, vous allez pouvoir lui dire, d'abord parce que vous l'aimez très fort, et que vous allez lui dire, bah, c'est pour ton bien, moi, ce que j'observe, ben voilà, j'observe ci, j'observe ça, qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, toujours redonner la parole à l'autre. Alors, on va même aller un peu plus loin, parce que moi-même, vous voyez, je viens de faire une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voulez dire quelque chose à l'autre, ce qui est très élégant, ce qui est dans le raffinement, poser une question de permission. C'est-à-dire qu'on va dire, par rapport à ce que tu me dis, est-ce que tu m'autorises à te donner mon expérience, mon avis, mon ressenti? Et vous attendez le oui physiologique. Un oui physiologique, c'est-à-dire que si vous avez en face de vous la personne qui croise les bras pour le coup, qui fait non de la tête, en vous disant oui, ben c'est pas congruent. Et donc là, vous allez pouvoir calibrer et dire, bah écoute, tu me dis oui, mais j'ai l'impression que c'est non, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Et toujours renvoyer la balle à l'autre comme ça, par des questions. Voilà. Alors, il y a plusieurs strates de communication, en fait. Il y a plusieurs niveaux d'intensité. Et je vais vous les citer. C'est le premier, c'est le retrait. C'est ce qu'on appelle le retrait. C'est typiquement quand vous êtes dans une grande surface, vous êtes entouré d'hommes et de femmes et pour autant, vous ne discutez avec personne. Vous êtes dans le retrait de la communication. Et ça, on le fait tous les jours. Ensuite, on passe, le niveau au-dessus, c'est le mode rituel. C'est par exemple, vous allez au travail, vous passez devant le bureau de la secrétaire tous les jours et vous dites bonjour, bonsoir à l'accueil, bonjour quand vous arrivez, bonsoir quand vous repartez, mais c'est un rituel de communication, vous n'entrez pas forcément en lien. Ensuite, il y a le passe-temps, il y a le niveau passe-temps. Alors le passe-temps, c'est quoi? C'est typiquement un père ou une mère qui va chercher son fils ou sa fille à l'école et qui discute avec un autre parent. Il est là pour passer le temps en attendant que l'enfant sorte. Il va dire bonjour, ils vont discuter un petit peu, mais ça ne reste que du passe-temps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, par exemple, si votre téléphone portable sonne, eh bien, vous allez prendre la communication du téléphone parce que la communication que vous avez en mode passe-temps, finalement, elle n'est pas importante, elle n'est pas prioritaire. Par contre, l'appel téléphonique, eh bien, ça va être un appel d'une amie et là, ça va être prioritaire. Le niveau au-dessus, c'est le mode actif. Bah, c'est justement, en fait, vous vous imaginez aller chercher votre fille, votre fils plusieurs fois à l'école, puis vous sympathisez avec une maman, avec un papa, au point qu'à un moment, vous vous dites, bah, tiens, si on faisait une partie de tennis ensemble, tiens, si tu venais boire l'apéro à la maison. Et là, on rentre dans le mode actif de la communication. Alors après, le niveau au-dessus, mais on ne développera pas ce soir, mais c'est le triangle de Cartman avec le fameux jeu victime, sauveur, persécuteur. Et ça, c'est que de la communication, mais j'irai pas plus loin parce que j'aurais pas le temps ce soir de développer ce sujet-là. Donc, pour la prévention des conflits, en fait, il y a, je vais essayer de me retrouver parce que j'avais fait quelque chose de super. Je le retrouve. Non, mais c'est pas grave, de mémoire, je vais pouvoir vous le faire en fait. Alors, la prévention des conflits, voilà comment ça se déroule. Quand vous sentez que la tension monte, quand vous sentez que vos états internes commencent à bouillonner en fait. On le sent ça, hein, quand on va rentrer en conflit, ça commence à bouillonner. On a des alertes physiologiques, on peut avoir mal au ventre, on va se mettre à trembler, on va se mettre à transpirer, on va devenir rouge. Et ben c'est à ce moment-là qu'il faut être très prudent et ne pas glisser sur la peau de banane. Donc, la première étape, c'est d'accueillir en premier ce que l'autre a à nous dire. Ça, c'est la première étape. Et comment on accueille ça? Eh bien, on va reformuler mot à mot ce que l'autre va nous dire. Par exemple, écoute, aujourd'hui, franchement, j'ai passé une sale journée avec toi.
j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça, je t'ai trouvé peu enthousiaste, je t'ai trouvé peu professionnel, voilà. Donc là, il faut garder son calme, accueillir ce que dit l'autre et reformuler. Ce que tu me dis, c'est qu'aujourd'hui, tu as passé une sale journée parce que tu as senti que j'étais peu enthousiaste, peu professionnel. C'est bien ça? Et là, on attend le oui physiologique. Ok, très bien. Ensuite, vous pouvez vous exprimer. Ben moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que j'étais un peu fatiguée, effectivement, j'ai manqué de courtoisie ou j'ai… Et là, la communication peut s'installer. Alors, je vous le fais d'une autre manière. La manière où on glisse sur une peau de banane, ce serait de faire « Ah oui, mais ok, tu dis que je suis peu enthousiaste, mais t'as vu, toi, comment tu t'es comporté ?» Aussi, le tu, il tue, en fait. Vous voyez la différence? C'est que dans la première, j'accueille, je reformule, et dans le deuxième cas, je vais tout de go sur la peau de banane et je vais accuser l'autre. La deuxième étape, après la reformulation, c'est d'exprimer son ressenti et d'exprimer en fait un point d'accord, ce qui pourrait être bien. Ok, aujourd'hui tu as ressenti ça. Finalement, qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu ne sentes plus ça? Et l'autre va s'exprimer, ben voilà, j'aimerais que tu souris plus, j'aimerais, peu importe en fait, mais on va laisser l'autre s'exprimer sur ce qu'il aimerait. Et là, on va pouvoir trouver un point d'accord. Vous voyez, c'est par exemple, je peux vous donner un autre exemple. Je fais une formation et j'ai un stagiaire qui arrive systématiquement en retard. Et moi, en tant que formateur, finalement, ça m'agace. Mais je ne peux pas exprimer mon agacement. C'est pas possible, sinon je rentre en conflit. Donc voilà comment je vais m'y prendre. Je vais d'abord exposer les faits. Bonjour Thibaut, on va imaginer qu'on a affaire à un Thibaut. Bonjour Thibaut, c'est le 3e jour de formation. On commence à 8h30 et là, ça fait 3 jours que tu arrives à 9h moins quart. On expose les faits. Tu imagines bien que ça peut perturber le reste de la formation, le cours de la formation. Qu'est-ce que tu en penses? Plutôt que de l'attaquer, qu'est-ce que tu en penses? L'autre, automatiquement, va dire effectivement… Ah, c'était une moto, ça. Donc, l'autre va pouvoir s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas été agressé. On lui demande finalement ce qu'il pense lui-même de ce qu'il fait. Donc, il n'y a aucune attaque. Et à ce moment-là, Thibaut, eh bien, il va certainement se confondre en excuses ou dire, bah oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, très bien. Et selon toi, comment tu peux faire pour ne plus arriver en retard? Vous voyez, c'est juste redonner la parole à l'autre. Eh bien, il va dire, bah oui, effectivement, je peux pas continuer comme ça, je vais mettre mon réveil plus tôt, je vais mettre… Ok, Thibaut, est-ce qu'on est d'accord? Et ensuite, on va reformuler et verrouiller finalement l'accord. Et on va dire, ok, donc est-ce que tu t'engages aujourd'hui fermement à faire ce que tu es en train de dire, en gros? Et la communication s'est bien passée, le problème est résolu. Et Thibaut arrivera à l'heure. En général, ça se passe comme ça. Donc, finalement, on peut résumer en disant que la prévention des conflits, elle passe par l'accueil de ce que l'autre me dit. Je n'exprime jamais ce que j'ai envie de dire en premier. L'élégance et le raffinement, c'est de laisser l'autre s'exprimer en premier. Ensuite, on reformule, on explique son ressenti et on trouve un point d'accord. Voilà. Freddy, tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est juste que là, je notais la dernière question de Marie-Laure Courtin. Tu veux qu'on passe aux questions-réponses? On peut passer aux questions-réponses. Ok, alors juste pour ce que tu disais, moi, ce que tu me dis là, ça me fait vachement penser justement aux techniques de management de ma directrice où je travaille. Et c'est exactement les mêmes méthodes qu'elle utilise avec nous.
Vraiment, ça me fait trop penser à ça. Comment elle amène les choses, ça fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire elle nous accuse pas. C'est direct, elle fait, bon, bah, j'entends bien que vous avez souffert là ce matin, machin. Enfin, on va engager du monde, etc. Mais peut-être que c'est un problème d'organisation. On va essayer de revoir ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais. Bah, elle doit être formée à la PNL. Ah oui, bien sûr, totalement. Ouais. Ouais. Sur le management, de toute façon, là où je travaille, c'est vraiment ça, quoi. Et alors, quels sont les résultats finalement sur le terrain? Comment ça se passe? Ah, elle nous lave le cerveau, hein. Enfin, moi, mes collègues en tout cas. Parce que moi, je vois très bien ce qu'elle veut faire derrière, hein. C'est-à-dire elle est tenue de faire des économies tout le temps, des économies, tu vois. Donc, oui, oui. si il manque du personnel, bah, faut faire avec. Mais il faut tenir les troupes. Donc, faut pas qu'ils se mettent à se rebeller. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, bien sûr. Voilà. Non, c'était ma petite intervention parce que tu disais, on pouvait aussi t'interrompre. Mais là, tu étais tellement bien parti que je voulais garder ça pour la fin. Super. Alors, donc, on va attaquer donc, les questions à réponse. Donc voilà, par contre, continuez à mettre bien Q avant les questions, parce qu'il y en a certains, j'ai du mal à. Alors, attendez, hop. Ouais, c'est ça, mais c'était une question pour Ironique, donc je l'ai mise quand même dedans. Alors, tac, je vois s'il y en a d'autres, au cas où j'ai raté quelque chose. Non, c'est bon. Donc, on va commencer. Alors, il y a Roman, tu as sûrement des questions auxquelles tu auras déjà répondu. Donc, il va falloir que tu répondes. D'accord? Ouais. Alors, le dogmatisme n'est-il pas de la PNL ou de la PNC, les religions notamment, pas le spirituel? Ouh là 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 là, c'est une question. J'aimerais qu'elle soit reformulée autrement parce que dogmatisme, alors c'est un mot déjà en isme. Bon, c'est un mot qui ne me parle pas. Il ou elle peut reformuler sa question de manière plus simple? Alors, voilà, je sais plus c'est qui l'a posé. J'aurais dû noter qui. Tant pis, c'est pas grave. On va passer à la suivante. La PNL n'instrumente-t-elle pas l'autre et pousse ainsi à des dérives sectaires? Ça, c'est une question négative, mais vas-y, je t'en prie. Alors, j'ai un peu répondu à cette question en introduction, c'est-à-dire que la PNL est à double tranchant. Elle peut faire du bien comme elle peut faire du mal. Donc oui, effectivement, elle peut entraîner dans quelque chose de pas très confortable, hein, la PNL. Bien sûr, les mots tuent, hein, les mots peuvent tuer. Hein. J'ai ouï dire que c'est ma copine hier quand j'ai dit que je faisais un live sur la PNL. Elle fait, ah, mais c'est des techniques de franc-maçon, ça. Non, je veux pas que tu fasses ça. Non, non, mais elle m'a senti ça. Non, mais après, quand tu vois que même ma directrice, entre guillemets, est formée sur la PNL, donc voilà, n'importe qui peut l'utiliser à mauvais escient. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, justement, c'est de prendre conscience qu'effectivement, ces outils, ils les ont forcément. Eh bien, à nous de les maîtriser aussi pour retourner la PNL dans le bon sens. C'est tout. C'est toujours à double tranchant. Alors, mais par rapport à ça, voilà, moi j'aime bien rappeler la notion de responsabilité et de déresponsabilisation de chacun et de chacune. Et quand on rentre dans ce phénomène de déresponsabilisation, en fait, il y a plusieurs alertes. La première alerte, c'est le rejet de la responsabilité. C'est pas de ma faute, c'est la faute de mon enfance, c'est la faute de mes études pourries, c'est la faute de mon patron, c'est parce que j'ai pas fait ci, c'est parce que j'ai pas fait ça. Ça, c'est le premier niveau d'alerte qui montre qu'on va rentrer en déresponsabilisation et donc en victimisation. La deuxième alerte, c'est la critique, la culpabilité ou la dévalorisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je critique moi-même, où je me critique moi-même, où je critique les autres, eh bien, je vais, au bout d'un moment, culpabiliser et du coup, je vais me dévaloriser et voir dévaloriser l'autre. Et ça, en fait, on y rentre avec une grande facilité sans en apercevoir. Le problème, c'est que quand on en est à cette deuxième alerte, elle va nous conduire sur un troisième voyant qui va devenir en fait une réalité.
C'est-à-dire que je vais rentrer dans un sentiment qui va devenir ma réalité psychologique. Et là, cette réalité, c'est l'alerte de la victimisation. Et là, je vais rentrer, je vais plus être dans l'attaque, mais je vais être dans la plainte. Et la plainte, c'est la voie royale pour se faire une vie horrible. Plus on se plaint et plus notre vie sera moche. C'est comme ça. Se plaindre, c'est un processus en fait qui nous coupe de tout notre potentiel. Alors, c'est pas grave de se plaindre en fait, parce que ça nous arrive, mais il faut pas rester dans la plainte. C'est-à-dire que la plainte, elle doit être comme une alerte. Une fois que je commence à me plaindre, je me dis tiens, je commence à me plaindre, il y a quelque chose qui va pas, mais je vais essayer de me reprendre, je vais aller voir. Mais faut pas y rester dans la plainte. Sinon, on va rester dans la victimisation. Et ce qui va se passer par la suite, c'est que comme l'inconscient aspire à être heureux, eh bien, la femme ou l'homme va développer des habitudes, c'est-à-dire automatiser des habitudes pour se faire du bien immédiatement en choisissant des attitudes qui, à moyen terme et à long terme, vont desservir, en fait, la femme ou la femme. Par exemple, victimisation. J'ai passé une sale journée. Je me mets devant ma télé, hein, enfin moi j'en ai pas, mais je me mets devant mon écran ou quoi que ce soit, et je commence à manger un carreau de chocolat, et de 2, et de 3, et finalement la tablette y passe. Bah pourquoi? Parce qu'en fait je suis en victime, ouais j'ai passé une sale journée, mais c'est pas de ma faute, et je vais attaquer l'un, et je vais attaquer l'autre, je vais ressasser des mauvaises pensées, et d'un autre côté, le cerveau il a besoin de compenser ça, il a besoin de se faire du bien, c'est pour ça que vous allez automatiquement vous diriger vers la tablette de chocolat. Et ensuite, après, je vais culpabiliser. Mince, j'ai mangé une tablette de chocolat tout entière. Vous voyez comment on bascule dans la spirale infernale, quoi. Alors, l'ultime alerte, en fait, c'est qu'à force, eh bien, je vais développer des stratégies d'échec et qui vont être un franc succès, hein. On peut développer des stratégies d'échec qui vont vous mener dans un succès phénoménal d'échec. C'est comme ça. Je l'ai dit en entrée de live, le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est bon, ce qui est pas bon. En tout cas, il va vous donner ce que vous lui donnez à manger. Et ça peut aller jusqu'à la destruction de soi-même, hein. Ça peut mener jusqu'au suicide, etc., etc. Donc, en fait, pour basculer dans une nouvelle énergie, il faut rentrer dans la responsabilité de soi, de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je ressens. Là, on va se redigérer vers, j'ai pas le mot, pardon. On va reprendre la direction du voyant vert en rentrant à nouveau dans sa responsabilité. Et le deuxième voyant, pour rentrer dans de nouvelles énergies positives, eh bien, ça va être le voyant de l'accueil, de valorisation, de bénir ce qui arrive, quoi qu'il arrive, que ce soit une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. De toute façon, c'est sur notre chemin, c'est pour notre bien. Je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent en ce moment ont la foi au Créateur. Et le Créateur, même quand il nous glisse une peau de banane, c'est pour notre bien. Par contre, il faut à nous d'avoir la responsabilité d'aller chercher ce qui se cache derrière la peau de banane qui vient nous tomber dessus, quoi. Et finalement, force de tout ça, eh bien, on va rentrer dans un processus de puissance, en fait, de puissance de bien-être, de puissance de joie, de puissance d'avoir envie de faire du bien à l'autre. Voilà. Merci. J'allais te demander, je vais juste répondre à Titus. Je n'ai rien à te prouver et c'est pas l'endroit ni le lieu pour faire ça. Donc ça sert à rien. C'est vraiment totalement inutile et futile ce que tu fais, Titus. Donc merci, s'il te plaît, arrête. Et je suis dernier appel que j'ai fait, j'avais 24 ans et là j'ai 35. Depuis, plus rien du tout. Donc arrête avec tes insinuations mensongères. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc on va pouvoir partir sur le sujet. Alors, justement, la question était le dogmatisme et il a reformulé la question. Donc on peut repartir là-dessus? Ok, on y va.
Alors, je parlais du dogmatisme au sens application stricte de comportement et mode de pensée religieux en particulier. Je saisis que la question est épineuse. Merci, Rosanne. Ah, d'accord. Oui, alors là, non, non, je répondrai non. Tout ce qui est dogmatisme religieux, application stricte c'est autre chose, ça, hein. Déjà, rien que les mots nous guident, hein. Application stricte de protocole, non. Alors, bien sûr que la PNL, dans ses protocoles, elle est stricte, bien évidemment, mais elle est stricte dans le bon sens. Si par exemple, j'accompagne un homme ou une femme alors je vais vous prendre un protocole là au hasard. Je vais vous le prendre pas trop compliqué. Qu'est-ce que je vais vous sortir comme protocole? Alors, ouais. Alors, on va parler par exemple, je vais vous exposer un protocole que l'on appelle la désactivation d'encre négative. Alors, la désactivation d'encre négative, c'est par exemple un homme ou une femme qui va dire à chaque fois que je pense à ça, à chaque fois que je pense à cet homme, je suis mal. Parce qu'il m'a fait souffrir. À chaque fois que je pense à cette femme, oh là là, j'ai des larmes qui arrivent ou je suis énervée. Voilà. Et pour autant, l'être n'est pas là. Donc, c'est bien une question de perception et d'ancrage émotionnel que j'ai par rapport à l'individu qui me cause souci, on va dire. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'opposer deux expériences incompatibles, généralement un état négatif, un état positif, de façon à neutraliser l'expérience négative. Notre cerveau ne peut construire qu'une expérience à la fois. Donc, on a le pouvoir de réorganiser immédiatement une troisième expérience pour neutraliser la mauvaise expérience. Alors, comment ça se passe techniquement? Ce protocole-là, il se passe en 6 points. Première étape, je vais demander à l'être, à l'homme ou la femme, d'identifier le problème et de l'ancrer en soi, c'est-à-dire de le revivre. Alors, généralement, on est très prudent quand on accompagne, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas non plus la femme ou l'homme entrer dans des états internes négatifs en protocole, bien évidemment. Mais on va essayer de capter un petit peu où est-ce que le bas blesse. Donc, ce qu'on va faire dans une première étape, c'est qu'on va chercher l'élément déclencheur. Par exemple, s'il s'agit d'une agression, on va aller chercher à quel moment l'image revient. Est-ce que c'est avant l'agression, pendant l'agression, après l'agression? Quelle est l'image qui me revient en tête et qui me hante? Donc, la première étape, c'est d'aller chercher l'élément déclencheur. Ensuite, en deuxième étape, on va susciter et ancrer un état qu'on appelle ressource, c'est-à-dire un état fort. Alors, on va dire à l'homme ou à la femme, finalement, si ça se passait mieux, dans l'idéal, si tu repenses à ce souvenir-là, un idéal, si ça se passait bien, comment ça se passerait? Et là, on va écouter ce que la femme ou l'homme nous dit. Donc, on va aller chercher un souvenir référent. Donc, par rapport à ça, on va proposer à l'être, bah tiens, je suis sûre que quelque part dans ta vie, tu as vécu la même expérience, mais à ce moment-là, c'était plutôt positif. Ah bah oui, tiens, effectivement, à ce moment-là, je me rappelle une période de cette vie, j'ai vécu la même chose et pour autant, ça s'est mieux passé. Ah, super. Alors, raconte-moi. Et on va laisser l'être s'exprimer. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer l'expérience positive à l'expérience négative pour créer un nouvel état neutre. C'est-à-dire que l'expérience positive va venir, on va dire, phagocyter l'expérience négative. Et on va activer les deux encres de manière simultanée. Ensuite, on va attendre l'intégration, on va tester et on va faire ce qu'on appelle en PNL un pont sur le futur. Par exemple, si c'est un manque de confiance en soi. Souvent, vous savez, il y a des hommes et des femmes qui arrivent et qui vont dire « Ah ben, je viens vous voir parce que j'ai pas confiance en moi. » Alors ça, j'adore.
Moi, le client, enfin l'homme ou la femme qui arrive avec cette thématique, j'adore, je me régale. J'ai pas confiance en moi. Bah, la première question que je vais poser, c'est tu es venu me voir comment? À pied, en voiture, en avion, en train, que sais-je? Bon, bah, souvent, c'est en voiture, hein. Et je vais dire, la voiture, selon toi, est-ce que c'est dangereux quand tu es sur la route? Bah oui, hein. On va me répondre souvent oui. Ok. Tu as confiance en toi sur la route, puisque tu es venu jusqu'à moi? Ah bah oui, j'ai eu confiance. Ah, donc tu vois, tu n'as pas confiance en toi à un moment précis, et c'est ce qu'on va aller chercher. Parce que je n'ai pas confiance en moi, c'est-à-dire dire que je n'ai pas confiance en moi de manière générale et générique, ça ne passe pas. C'est pas possible. On a tous, parfois, un manque de confiance en soi dans certaines disciplines, parce qu'on n'est pas compétent, parce qu'on croit que, mais on a tous confiance en soi. Tous. Donc, en fait, par rapport à ça, je vais dire, OK, quand tu es au volant, tu as confiance en toi. Dis-moi précisément à quel moment tu n'as pas confiance. Écoute, j'ai pas confiance en moi. Quand je prends la parole en public, j'aime pas ça. Je tremble. Ok, d'accord. Et quand tu conduis, que tu as confiance en toi, qu'est-ce qui fait que tu as confiance en toi? Bah parce que je maîtrise bien, parce que j'aime conduire. D'accord, tu aimes conduire. Et du coup, quand tu prends la parole en public, imagine que d'un coup comme ça, d'un coup de baguette magique, tu as super confiance en toi. Tu sais pas par quel miracle, mais tu viens de faire un oral excellent, tu as un auditoire qui t'a applaudi, tu es juste à la fin, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens ça, de la joie, je suis fière de moi, ok. Qu'est-ce qui te manque selon toi? Qu'est-ce qu'il te faudrait pour arriver à ce niveau de confiance en toi, de prise de parole en public? Ah ben, je pourrais gagner en confiance en moi si je maîtrisais mieux mon sujet, si j'avais travaillé mieux en amont, si je répétais devant mon miroir. Et voilà, il y a plein de choses qui vont découler. Vous voyez un petit peu comment on peut manipuler son cerveau, de passer de j'ai pas confiance en moi en prise de parole en public et se dire ah ça y est, j'ai capté pourquoi j'ai pas confiance en moi. J'ai capté ce que je vais devoir faire, ce que je vais devoir prendre en responsabilité pour prendre du plaisir à prendre la parole en public. Voilà. D'autres questions? Ça marche. Attends, juste, je continue de répondre à Titus, que là, il est enragé. Je ne sais pas ce qu'il a. Alors, bref, juste, je vais répondre vite fait. Donc, Titus, je continue à partager tes actions. Donc, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Bref, donc, on continue. Je ne saisis pas. Alors, au contraire, moi, je trouve que ce qui arrive avec Titus est un excellent exemple, puisque on est en approche d'une zone de turbulence, on va dire. Et si on appliquait tout de suite la PNL? Immédiatement. C'est-à-dire que certainement l'un et l'autre, vous êtes dans l'interprétation de ce que dit l'un et l'autre. On peut en sortir rapidement en tant qu'adulte. Alors, on va peut-être pas exposer ça, peut-être pas sur live, mais c'est pas ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Je pense que vous avez tous les deux deux cœurs énormes et les hommes, et moi je le remarque, ne vous en déplaise à vous les hommes. Vous me gonflez avec votre ego et votre orgueil, avec humour et beaucoup d'empathie, de gentillesse, je vous dis ça. Alors, dans les approches de turbulence, de conflit, c'est pas grave. C'est les égos qui arrivent, qui s'entrechoquent. Mais on peut régler ça dans l'élégance et le raffinement. Je suis sûre que l'intention de Titus n'est pas mauvaise. Elle est peut-être maladroite. Alors, je ne vois pas les chats, hein. Moi, je vois pas ce qui se passe. Je ne vois pas ce qu'a dit Titus ou pas. Là, j'y vais un peu à l'aveugle en mode technique PNL. Mais en tout cas, il faut aller chercher l'intention. Et je ne crois pas qu'à ce moment-là, Titus ait une mauvaise intention. Tout comme toi, Freddy, je ne pense pas que tu aies une mauvaise intention. Il s'agit juste, un jour, de vous poser, tous les deux, entre hommes, bienveillants, avec vos deux cœurs, avec vos formidables compétences, et cesser l'ego. Vous parler dans la gentillesse, accueillir ce que va vous dire l'un ou l'autre. Bah tiens, Freddy, effectivement, ce soir-là, j'étais un petit peu parce que voilà ce que j'ai ressenti. J'ai cru que toi, quand tu faisais ci, tu faisais ça. Peut-être que je me trompe. Dis-moi, Freddy, est-ce que je me trompe? Et Freddy, tu vas rebalancer la balle. Ben oui, et Titus va te rebalancer la balle.
Oui, Freddy, voyez ce type de communication. Soyez dans la congruence, la bienveillance, l'accueil, la reformulation l'un et l'autre. Mais de grâce, si vous arrivez à passer cette étape, vous me faites un merveilleux cadeau. Vous me faites un merveilleux cadeau. Si vous ne passez pas cette étape, bah, ça veut dire que ce live ne sert à rien finalement. Ou alors, on peut se parler tous les trois et je ferai je sais pas comment on peut appeler ça, pas l'arbitre, mais je prendrai le lead au niveau de la communication pour que tout se passe bien. Moi, c'est ce que je peux vous proposer parce que j'ai trop envie que ça se passe bien. Vous en êtes capable. Vous êtes deux hommes formidables, absolument, avec des compétences différentes, avec des niveaux de logique différents. Et alors, trouvez le point de concorde. Alors, moi, je suis totalement d'accord. Moi, j'ai jamais rien eu contre Titus. Génial. Juste pour un désaccord. Bref, après, c'est parce qu'il est comme ça. Il a striké 2 de mes chaînes pour voilà. Tout le monde est au courant maintenant, c'est rien que je le cache. Et là, juste, je sais pas ce qui arrive. Il dit que je cache le fait que je me suis vacciné. Donc il me demande les preuves depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je lui demande qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas, enfin, je saisis pas. Et après, il me demande pourquoi je fais du racolage sur mes chaînes et sur le Parti du Savoir pour mon Discord. Mais c'est juste parce que voilà, je veux offrir une opportunité aux gens de faire leurs propres recherches avec ce que je partage sur mon Discord, et aussi leur proposer de se rencontrer en vrai. Après, ils m'accusent de ne pas être venu à un rassemblement qui s'est passé dans le Var. Excuse-moi, mais j'ai une vie et j'ai une chaîne à faire tourner, donc je n'ai pas le temps, je suis désolé. Je travaille de 8h du matin à 8h du soir, par déroulement de 2 jours. Donc voilà, et après le fait, je ne vois pas pourquoi j'ai à me justifier à ce point-là, et qu'est-ce qui te fait... qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te pousse à vouloir me discréditer en plein live? Je comprends pas, alors que j'ai encore partagé tes lives. Je comprends, je ne saisis pas. Je peux pas faire mieux, Titus. Je peux pas faire mieux. Voilà. Après, j'ai Dédé à mon numéro. On s'est déjà vu en webcam, etc. Je suis même sûr que il a même mon vrai nom et mon vrai prénom, Dédé. Mais voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je ne saisis rien. Là, je ne saisis rien. Là, je suis abasourdi. Et après, c'est pas le sujet. Moi, je pense que ce serait mieux de faire ça en privé. Parce que là, franchement, je sais pas quelle mouche l'a encore piqué. Parce que c'est vraiment ça, hein, sans vouloir le discréditer. Mais voilà, pour moi, il y a un souci. Je sais pas ce qui se passe encore. Qu'est-ce qu'on lui a raconté? Et donc voilà, donc je pense que ça serait mieux de faire ça en privé. Voilà. Tout à fait. Je suis porté à la discussion. S'il veut venir discuter avec moi sur Discord, il n'y a pas de souci. Moi, je ne donne plus mon numéro de téléphone. Tu as bien vu tout à l'heure, Rosanne, parce que sinon, il y a tout le monde qui m'appelle et moi, j'ai une vie aussi. Donc, tout se passe sur Discord ou par mail. Voilà. Après, voilà, quoi. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert à la discussion. Donc, s'il veut venir discuter, on discute sur Discord. Voilà. Avec toi, si tu veux, ça pourrait être sympa. Voilà, parce que moi, je ne saisis rien. Je ne saisis rien de ce qui se passe. Bon, bref, on va repartir là-dessus parce que sinon, on va faire un live là-dessus pendant 1 heure. Oui, tout à fait. En tout cas, je suis à votre disposition et retenez que ce serait un formidable cadeau, non seulement pour moi, mais pour tous. J'ai envie de dire, et je le dis pour moi aussi, attention, hein, je le dis pour moi aussi, hein, on n'a pas le temps d'être con. On ne peut pas se le permettre. Parce que moi aussi, ça m'arrive hein, aujourd'hui de piquer des colères, de tous, parce que ce qu'on traverse est difficile. Eh bien, nous, justement, de faire preuve d'élégance et de raffinement dans la communication pour retrouver des états internes plutôt confortables et avancer tous ensemble. Peu importe qu'on soit finalement se faire vacciner ou pas. Bien sûr que là, actuellement, on est tous contre le vaccin, bien évidemment, mais effectivement, en fait, on réglera ça en privé. Continuons les questions. Voilà, parce que là, on ne va pas avancer. En plus, on avait dit qu'on ne pas trop tard, donc voilà. Ouais. Donc, alors, PNL et l'autisme Asperger. Vu que l'Asperger a des difficultés des difficultés de communication non verbale et relationnelle, il est obligé de mimer
les normes. Il est obligé de mimer les normaux pensent. Il est obligé de mimer les normaux pensent pour pouvoir s'intégrer. Attends, j'ai du mal à saisir la question. Il est obligé de mimer les gestes normaux, je pense, ou les attitudes normaux, je pense, pour pouvoir s'intégrer. Après, il a mis un petit complément, il a dit, y a-t-il un moyen d'améliorer ça en rapport à la question? Alors, le syndrome d'Asperger, rappelez-moi ce que c'est. En fait, c'est une forme d'autisme intelligent, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et ils ont du mal à comprendre les émotions des autres, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors oui. La PNL, elle pourra venir en complément, parce que bon, on n'est pas des médecins. Syndrome d'Asperger, je dirais que de toute façon, la PNL peut toujours apporter du positif. Alors après, moi, je me souviens, dans mon apprentissage, quand j'étais coach, j'ai eu affaire à j'ai dû coacher ce qu'on appelle des QI élevés, en fait. Des potentiels, des hauts potentiels. C'est pas simple. Effectivement, c'est pas simple, mais on y arrive. À force de travail, on peut y arriver. La PNL peut apporter du bien. Donc, je dis oui. Oui. En tout cas, il faut savoir que la PNL, on est répondeur à 90%. Donc, ce qu'on fait souvent au départ, c'est que on regarde si l'être qu'on a avec nous va être répondeur ou pas. Et on peut le voir rapidement. Mais dans 90%, on arrive à améliorer les choses. Ça, c'est une certitude. Oui, juste je réponds à Krakou parce que peut-être qu'il nous a mal saisi. Les aspis ne sont pas malades pour information. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, Krakou, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste, voilà, vous avez une autre vision du monde et sur le coup, vous avez du mal à saisir les comportements de chacun et il faut que vous appreniez. C'est beaucoup plus compliqué pour vous. Donc je comprends très bien ce que tu voulais dire. Enfin, je saisis très bien ce que tu voulais dire. Alors, on reprend. Y a-t-il des méthodes peu onéreuses pour faire de la PNL car les stages coûtent trop cher? Références livres, sites spécialisés, chaîne YouTube, etc. Alors, quand j'entends la PNL, ça coûte cher. Non. Non, la PNL ne coûte pas cher par rapport à ce qu'elle peut rapporter, en fait. Parce que ça peut quand même transformer une vie, hein, la PNL, dans le bon sens du terme. Hein. C'est un investissement. Et toute formation est un investissement sur soi-même. Et pour moi, l'investissement, alors c'est personnel, hein, mais l'investissement sur soi-même n'a pas de prix. Voilà. À partir du moment où on a ça en tête, on peut faire des miracles de sa vie. On investit dans du matériel tout le temps. Aujourd'hui, on est capable de payer un iPhone 1000 euros. Faut savoir que le base PNL, il coûte 600 euros. Qu'un technicien, je sais pas, mais c'est aux alentours de 2000 euros. Un Pratt, c'est au niveau, je sais plus exactement les prix, mais donc moi, cette question, je répondrais non. Non, c'est pas cher du tout. C'est une question de perception et d'investissement sur soi-même. Moi, je préfère investir 2000 euros dans une formation que d'investir dans un sac d'une grande marque de 2000 euros qui ne m'apportera strictement rien, qui ne me fera évoluer en rien, qui va me donner satisfaction le jour où je vais acheter le sac. Et après, en tout cas, je vais même regretter. Je vais me dire, mais qu'est-ce que… Enfin, moi, c'est pas mon type de comportement, de toute façon. Donc, enfin, ça l'a eu été, hein, parce que j'ai vécu dans l'industrie pharmaceutique. Bien évidemment que je suis une femme, j'ai dépensé de l'argent dans des vêtements, dans des… Mais aujourd'hui, j'ai vraiment dépassé ce stade et ça fait des années que j'investis sur moi-même, avant tout. Alors après, pour en revenir, découvrir la PNL dans les bouquins, dans les vidéos. Alors oui, je peux vous citer d'aller voir le site de Paul Pironnet. C'est un des mentors de la PNL au niveau de la France et même au niveau international maintenant. Mais il n'y a rien de plus spectaculaire que de vivre la PNL. Alors, vous allez pouvoir commencer à vous familiariser dans les bouquins avec des vidéos, mais le vivre, c'est encore autre chose. C'est niveau au-dessus. Hein. Et de toute façon, vous n'obtiendrez pas de résultats
sans vivre la PNL. Il faut soit aller faire des formations, soit se faire accompagner par un professionnel. Alors, juste pour Françoise, après je vais repartir sur une autre question. Comment peut-on joindre Rosanne sur le Discord de Le Parti du Savoir et sur mon Discord. Voilà, voilà. Alors, après. Alors, j'en étais à voilà. C'est une question que tu as déjà répondu pendant le live, il va falloir que tu répètes, désolé. Oui. La PNL permet d'augmenter la confiance en soi et l'estime de soi. Oui, un grand, grand oui. Tout à fait. En protocole, ça, c'est réglé assez rapidement. Oui, oui. Alors, parce que la PNL, en fait, elle a la capacité de faire ressortir tout le potentiel qu'on a chacun et chacune en nous. Souvent, on croit qu'on n'a pas de potentiel, c'est faux et archi faux. On a tous un trésor au fond de nous et la PNL aide à aller rechercher ce trésor par différentes techniques. là, j'ose pas poser la question parce que je trouve qu'elle est un peu décousue et il n'y a pas de sens, donc je vais passer à la suivante, désolé. Ok. Si le non-verbal est important, est-ce pour mieux manipuler ou programmer les gens selon leurs failles, repérer puis les orienter selon, alors, entre parenthèses, selon les intentions des pratiquants? Bah, tout à fait. C'est ce qui se passe actuellement. La PNL à grande échelle, elle permet de manipuler dans le bon sens et dans le mauvais sens. Et là, on est manipulé dans le mauvais sens. Mais j'ai envie de dire, à moi, on ne me la fait pas. Voilà, justement, c'est marrant, ça donne un lien avec la question suivante. Dans le regard, il n'y a pas une position qui indique le mensonge ou la fabrication? Ah, on arrive à cette fameuse question. Eh bien si, on peut plus ou moins détecter le mensonge dans les yeux de l'autre. Hein. Alors moi, le mensonge, je le détecte assez rapidement parce que j'aime calibrer et je calibre assez bien. Oui, dans les mouvements oculaires, par exemple, si je vous dis, alors je vais reprendre le visage. Voilà. Si par exemple, je vous pose la question, t'étais où hier soir? La fameuse question. Dis-moi, mais tu étais où hier soir? Qu'est-ce que tu as fait? Si l'autre a le regard en haut à droite, sur le papier, c'est-à-dire en haut à gauche dans la réalité, il ne ment pas. C'est qu'il va aller chercher réellement le souvenir. Donc, il y a de fortes chances qu'il ne mente pas. Si par contre, le regard part dans l'autre sens, c'est-à-dire en haut à gauche sur le papier, en haut à droite dans la réalité, eh bien là, je suis dans le visuel construit. C'est-à-dire que je vais construire l'histoire, le mensonge. Voilà comment on peut repérer un petit peu le mensonge. Alors, entre autres, hein, parce qu'après, il faut calibrer la gestuelle, il faut calibrer le rythme de voix, le rythme de la voix, le timbre, le ton. Et puis, alors, il y a une astuce qui est très efficace pour voir si la personne vous ment ou pas. C'est que vous lui demandez de raconter la même histoire, mais en partant de la fin. Et en général, là, on va commencer à avoir des dissonances. Autre question? Une seconde. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'un instinct développé pourrait avoir l'efficience des apprentissages de la PNL? Oui, un instinct développé peut. Alors, redis-moi la question. Est-ce qu'un instinct développé? Qu'est-ce qu'un instinct développé pourrait avoir l'efficience des apprentissages de la PNL? Ouh là là, mais c'est des questions quand même assez alambiquées. Là, faudrait simplifier. Parce que ouais, alors enfin, moi, ce que je comprends, enfin, ce que je saisis, c'est quel intérêt a un instinct développé à apprendre de la PNL, si j'ai bien saisi la question. eh bien, c'est de gagner en élégance et raffinement dans sa communication, c'est de gagner en confiance, c'est de gagner en manipulation de l'outil dans le bon sens. Ok. Alors, suivant. Alors, il y a José. Alors, j'avais noté parce que c'était aussi pour moi. J'ai toujours cherché la contradiction. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai toujours cherché la contradiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait que ce soit plus précis comme question.
Alors, chercher la contradiction, bah, moi, j'ai envie de dire, là, de manière instinctive, que chercher la contradiction, là, ça dépend. Est-ce que je vais chercher la contradiction pour embêter l'autre, ou est-ce que je vais chercher la contradiction, on va dire, c'est-à-dire d'opposer deux argumentations pour en extraire une substance plus riche? C'est pas la même chose. C'est la contradiction, c'est toujours l'intention qu'il y a derrière. C'est-à-dire, si je veux contredire pour embêter l'autre, bah, c'est pas bon du tout. Par contre, si j'essaye d'opposer une autre argumentation pour faire grandir le débat, là, on est bon. Ça marche, hein, ça va pour moi. Alors après, il y a une question, mais pour moi, enfin, il a pas saisi le live, mais c'est pas grave. La PNL, c'est la fraude du nom? En tout cas, les amis. Oui, moi je pense que oui, parce qu'en fait, tout ça, ça a été mis en place. La PNL, en fait, si je puis me permettre, c'est comme si on était pénalisé mentalement. Voilà. Dans le mauvais sens, c'est pas dans le bon, bien sûr. Oui, mais c'est toujours pareil. Je reviens toujours à la même phrase, c'est que la PNL, elle fait grandir comme elle peut détruire. Oui, c'est ce que je dis, dans le mauvais sens. C'est ça. C'est-à-dire que ceux qui l'utilisent, les individus qui ont la main mise sur tout, et qui contrôlent un petit peu les masses, hein, la mentalité des masses, mais ils manipulent, tout simplement. Mais ils nous pénalisent mentalement. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on nous fait passer certaines soi-disant vérités pour soi-disant infos pour vrai, alors que ça n'est pas, et ça devient une vérité, quoi. On est programmé, tout simplement. Ils nous pénalisent mentalement. Ouais, c'est pour ça qu'il faut toujours, il faut pas prendre les choses pour acquises, j'ai envie de dire. Même alors je peux vous raconter une anecdote personnelle si vous me l'autorisez. Bien sûr, vas-y. J'ai moi-même j'ai eu une relation avec un homme qui était maître praticien PNL. Et moi, avec j'allais dire, avec ma naïveté de femme, ma sensibilité, j'ai cru que j'allais être dans le monde des bisounours, hein, parce que je dis, ouais, super, on est pénalistes tous les deux, on est au top en termes de com, ça va le faire. Bah, pas du tout, parce qu'en fait, il n'y a pas plus manipulateur qu'un pénaliste. Et je me suis fait piéger comme, voilà, ça arrive, c'est pas grave. Bah, moi-même, par rapport à cette expérience, je me dis, bah, au lieu d'accuser l'autre, bah, tiens, Rosanne, à quel moment tu n'as pas été prudente? Et en fait, en faisant une introspection sur moi-même, j'ai très bien vu que je me suis dit, Rosanne, les signes, tu les as eus. Tu les as eus, tu les as calibrés, tu les as ressentis, mais tu en as fait fi. Pourquoi? Ah, parce que j'étais amoureuse et que je suis tombée dans le panneau. Et ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. C'est qu'une expérience. On analyse ce qui s'est passé. La prochaine fois, ça ne se reproduira pas. C'est que ça, en fait, hein. Même si on a glissé sur une peau de banane, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour en arriver là? C'est pas la peine d'accuser l'autre. L'autre, il est comme il est. C'est pas l'autre qu'on va changer, mais c'est soi. Qu'est-ce que moi, je prends responsabilité pour que ça ne se reproduise pas? Et ben, la prochaine fois, j'écouterai mon instinct. La prochaine fois, j'écouterai mon intuition. Parce que sur cette expérience-là, je n'ai pas écouté mon intuition alors qu'elle était déjà en alerte. Mais non, j'ai voulu, et ben voilà, peau de banane. Et j'ai glissé. Et ben je me suis relevée, c'est pas grave. Ça marche. Je vais continuer parce que il est bientôt 10h30. Alors, appliquer avec rigueur les 4 accords Toltec pourrait-il être autant efficace avec les relations avec son prochain? Ou alors les 4 accords Toltec, c'est bien, oui, c'est pas mauvais en soi. Oui, en tout cas, ça peut qu'apporter de l'amélioration, mais encore faut-il. C'est un bouquin, moi, qui m'a pas tellement, finalement, je m'y suis pas tellement arrêtée dessus sur les 4 accords Toltec. Je sais que des pénalistes portent un peu plus d'attention, mais personnellement, non. Donc, je dirais, je sais pas. Je maîtrise pas assez. C'est pas un outil qui m'intéresse réellement, moi, les accords Toltec. C'est un peu trop, c'est presque un peu, ouais, c'est un peu trop gnangnan, un peu trop new age. J'adhère pas vraiment, moi.
Voilà. Ça marche, je saisis totalement. Alors, une question, c'est pas pourquoi j'ai noté, c'est quelqu'un qui parlait ironique, donc j'ai noté quand même la question. Je sais pas, la manipulation n'est-elle pas intrinsèquement mal intentionnée? Pourquoi ne pas prendre l'autre comme il est et être soi-même? Alors, dire que la manipulation est intrinsèque, oui et non, hein, c'est toujours pareil, hein, parce qu'on manipule tous. Hein. J'ai pour habitude, vous voyez, si j'ai un exemple en tête, je me revois donc former des pilotes, et tout de suite j'ai la phrase qui sort, oui, mais c'est de la manipulation, vous êtes une manipulatrice, avec de l'humour. Hein. Ce à quoi j'ai répondu, exactement, je suis une manipulatrice. Mais la manipulation, c'est toujours pareil, je reviens au fondamental premier, c'est quelle est l'intention derrière. Et je leur ai dit, parmi vous, y en a-t-il qui ont des enfants? Oui, très bien. Vos enfants, est-ce que vous leur avez fait croire au Père Noël? Oui. Eh bien, vous êtes le premier manipulateur de votre enfant. Mais cette manipulation-là, en fait, en amont, l'intention est bonne. Elle n'est pas mauvaise. Donc, intrinsèquement, oui, on manipule tous. Maintenant, c'est l'intention qu'on met derrière. C'est toujours pareil. Ça marche, ça marche. Alors, on continue. Alors. Dans la musique actuelle, la PNL a-t-elle un impact sur la population qui l'écoute? À fond. Ben, bien À sûr, fond. hein. Bien C'est sûr. un moyen culturel, pour manipuler les masses, hein, tout simplement. On sait très bien que la musique, ce que ça fait de la fanatisation. Et c'est de l'idolâtrie, tout simplement. Alors après, comment utiliser la PNL avec quelqu'un de bordé qui veut porter tout le temps la muselière? Alors, si l'homme ou la femme veut tout le temps porter la muselière, c'est son libre arbitre, c'est son choix. Et je n'ai pas à lui dire quoi que ce soit, en fait. Sinon, je fais de l'ingérence. Je peux, par exemple, poser des questions, dire, selon toi, le masque que tu portes, en quoi il te protège réellement? Et on va écouter, on va accueillir. Si on voit que l'individu dit « Ah mais moi j'ai peur du virus, j'y crois », il faut lui laisser sa croyance. On n'est pas là pour faire de l'ingérence. Et là, j'en arrive à un point, c'est-à-dire que pour pratiquer la PNL sur l'autre, il faut avoir une demande. Tant que je n'ai pas de demande franche et ferme, je ne fais rien du tout, je reste à ma place. Qui je suis, moi, pour dire à l'autre, fais ci, fais ça pour imposer? Je suis personne, j'ai envie de dire dans ce cas-là. Je n'ai pas le droit de faire de l'ingérence. Par contre, si un homme ou une femme vient à moi et me dit, Rosanne, voilà, j'ai cette thématique, je veux en sortir. Voilà, Rosanne, moi aujourd'hui, je porte le masque, mais je sens que c'est louche, je veux en sortir, je veux être capable de ne plus porter le masque. Là, j'y vais. Là, je vais accompagner. Mais tant qu'il n'y a pas de demande, je lui laisse son masque. C'est son choix. On ne fait pas d'ingérence. Et même si c'est un membre de sa famille, même si c'est comme ça. Ok. Donc, la PNL peut-elle aider les adultes en immaturité cérébrale? Tout à fait. On rentrerait là dans un protocole de changement du comportement en 6 points. Et tout à fait. Mais c'est pareil, il faut qu'il y ait une demande. Ouais. Souvent, voilà, il faut qu'il y ait une demande de l'individu lui-même. C'est par exemple, si je suis en couple et que je vois que mon partenaire il déraille, selon moi, selon mes propres critères, je n'ai pas à lui dire va voir un pénéliste, va voir ci, va voir ça. Non. La décision doit venir de l'autre. Ah, bien sûr. Comme un drogué, comme un alcoolique. C'est ça. Par contre, je reviens toujours sur la responsabilité. Finalement, on pourrait basculer dans le sens à dire, moi, qu'est-ce qui fait que je supporte sous mon toit un homme, une femme qui ne me convient pas? Elle est là, la vraie question. C'est toujours revenir à soi. L'autre, il est comme il est. Finalement, si j'ai plus envie de le supporter, je n'ai pas à le changer. J'ai juste à lui dire au revoir. Ça ne me convient pas.
j'entends ce que tu fais, ce que tu es, je suis désolée, je ne suis pas dans cette dynamique, on ne peut pas faire ensemble, c'est pas grave, tu t'en vas. Plutôt que de s'accrocher, de vouloir changer l'autre, ça ne marche jamais. Avoir un objectif pour l'autre, c'est aller droit dans le mur. Alors, une question de la résistance du peuple, ça me fait bizarre parce que c'était le nom de notre ancienne chaîne. Oui. Alors, il y a un lien de la PNL et le MK Ultra? Non, absolument pas. Non. Oui, bien sûr, hein, c'est un truc totalement. Ouais, bah le MK Ultra, je dirais que c'est de la PNL sataniste, quoi. En fait, c'est complètement, c'est la PNL avec l'intention négative, noire dans toute sa splendeur. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Voilà, bah, fin des questions. À moins qu'il y en a d'autres qui veulent poser des questions dans le chat. Voilà, on a fait le tour là. Parfait. Bon. Voilà. Bah, il me reste plus qu'à vous remercier de votre accueil. Petite parenthèse, je reste à nouveau à votre disposition, Freddy Titus. Je vous aime tous les deux. Vous avez des compétences différentes, mais qui sont complètement complémentaires. Et voilà, n'oubliez pas. Et je suis à votre disposition pour tendre vers l'excellence et le raffinement dans vos futures communications. Ça marche, merci Rosanne. Avec grand plaisir. Merci, Je Rosanne. souhaite une bonne fin de soirée à toutes et tous. Et voilà. Ça marche. Merci, Rosanne. Merci tout le beaucoup. monde. Merci, Freddy. Juste une petite question, mais qui n'a aucun rapport. Ouais. Alors, est-ce que Rosanne connaît quelqu'un dans le Finistère? Non, je suis désolée. C'était au cas où. C'était pour Françoise. Non. Voilà. Bon, bah, on va fermer, Dédé? Ouais. Ouais. Bon, ben, je pense que ça a été un petit peu, bon, j'ai pas trop vite fait à la fin, j'ai suivi. J'étais en train de fumer ma clope, boire mon café. Et ça va, je pense que tu as tout dit un petit peu. Hein. C'est bien saisir, bien assimiler tous ces concepts. Voilà, qu'on peut se reprogrammer mentalement, puisqu'en fait, on nous a programmé mentalement, donc il faut se déprogrammer. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que justement, on nous fait croire que on est faible, qu'on on n'a pas, on va dire, pas d'attributs ou pas de, comment je pourrais dire ça, qu'on n'a pas les compétences, alors que c'est faux. C'est tout simplement ce qu'on veut nous faire croire, c'est pour légitimer tout ce qui est science, psychologie, enfin, tous ces concepts qui sont dans la société de consommation et la société auquel on vit. Donc, reprogrammez-vous, voilà, ayez confiance en vous, et je pense que c'est la base du PNL, il me semble. Tout à fait, tout à fait. La PNL permet de se déprogrammer et de pouvoir se reprogrammer à volonté sur ce qu'on a vraiment envie d'être. Exact. Ah, je sais pas s'il y aura un after, parce que j'ai un petit peu de boulot. Ouais, Après, je peux vous inviter, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez par exemple taper sur Internet, je pense que vous pourrez trouver quelque chose, mais sur ce qu'on appelle la boussole du langage, c'est ce qu'on appelle le métamodèle. Vous pouvez également taper le Milton Model. Mais pour conclure sur ça, la boussole du langage, par exemple, en communication, ça permet de faire préciser justement des faits imprécis. Quand on énonce quelque chose, il faut poser des questions pour aller dans la précision de ce qu'on énonce. Se méfier absolument des interprétations. Et comment on démêle des interprétations? C'est en posant des questions toutes simples. Par exemple, sur quoi tu te bases pour me dire ce que tu me dis? Quels sont les éléments qui font qu'aujourd'hui, tu es amené à dire « Quand sais-tu que ?» Et on peut poser la question également « En quoi X prouve-t-il Y ?» Il faut également se méfier des jugements. C'est pareil, on va poser des questions qui vont être « Sur quoi tu te bases ?» En quoi est-ce que pour toi, c'est bien ou pas bien? On va également porter une grande attention sur ce qu'on appelle les règles. Alors, les règles, c'est quand on se dit on doit, on ne doit pas, il faut, il ne faut pas. Et ensuite, le dernier élément,
c'est de se méfier des généralisations quand on dit les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Moi, quand un homme s'adresse à moi et qu'il me dit vous les femmes, ça me fait bondir. Alors je garde mon calme, hein, bien sûr, parce que j'ai l'habitude, mais mon premier réflexe, c'est de dire je ne suis pas les femmes. Je ne suis pas les femmes. Je suis désolée. Pose-moi une question à moi personnellement, mais je ne suis pas les femmes de toute la Terre. Donc les généralisations, c'est vraiment à bannir et donc aller chercher de la précision dans la question. Bon, franchement, là, je pense que tu as très bien conclu. Je vois mieux qu'on ferme là-dessus. Hein. Allez, Ouais, on y va. Ouais. Écoutez, merci les amis, merci Rosanne, et puis Après, à bientôt. à bientôt, j'espère. Voilà, Oui. merci les amis. Bonne nuit. Bonsoir à tous. Abonnez-vous, poussez, puis Ah oui, et surtout, pensez à faire 2 petits commentaires. Attends, petite bannière. Ça marche vraiment. Hein. N'hésitez pas, mettez 2 commentaires. Voilà. Un petit merci ou un petit ça fait plaisir ou ce que vous avez envie. Hein. Mettez ce que vous avez envie. Mais mettez 2 commentaires en dessous le live. Merci d'avance. Merci à tous. merci. Ciao, ciao. Allez, bonne nuit tout le Ciao, monde. ciao. Bonne nuit tout le monde.